Eh bien, nous voilà à notre deuxième atelier philosophique. Nous sommes le jeudi 16 novembre. Certains de vous le savent peut-être, mais c'est la journée mondiale de la philosophie aujourd'hui. Donc nous avons bien prévu notre atelier de ce soir et c'est une véritable joie que de célébrer cette journée mondiale de la philosophie avec nos deux invités ce soir. Et autour de cette question, les violences au secret. Je dois malheureusement excuser, nous devions avoir un troisième intervenant ce soir, Fabienne Brugère. Malheureusement, elle a été retenue pour des raisons familiales auxquelles elle ne pouvait absolument pas échapper. Donc, nous devons nous passer de sa présence ce soir. Nous le regrettons et lui souhaitons évidemment tout le courage nécessaire dans les épreuves qu'elle doit traverser. Mais nous sommes très heureux ce soir, néanmoins, d'accueillir Simon Lemoine et Geneviève Delézy de Parseval pour discuter de cette question des violences au secret. Donc, ce soir, nous poserons une question bien qu'en apparence semblable à celle que nous posions lors de notre premier atelier il y a un mois sur sur les origines de la violence, semblable évidemment parce que l'origine, comme vous le savez, et comme cela a été rendu évident la dernière fois lors de notre premier atelier, l'origine est toujours secrète, l'origine est toujours dissimulée, elle est toujours cachée dans ce qui se manifeste, mais différente néanmoins cette question de ce soir, car notre question sera celle de savoir non pas d'où vient la violence, d'où provient la violence, quelle est la source ou quelle pourrait être la source de la violence, mais aussi une double question, à savoir qu'est-ce qui se joue dans les violences cachées, dissimulées, et plus profondément, que cache la violence elle-même, c'est-à-dire que dissimule l'exercice de la violence. Notre second atelier entendra donc révéler en quoi la violence demeure cachée, dissimulée, en quoi la violence ne cesse de détruire lorsqu'elle se manifeste, mais surtout lorsqu'elle ne se manifeste pas immédiatement, à première vue ou au premier abord, la constitution réciproque des sujets, des êtres humains et du monde social. Avant de commencer, j'aimerais tout simplement rappeler quelques points. Premièrement, et comme l'a dit dans notre premier atelier sur les origines de la violence, comme l'a très justement dit notre ami Robert Maggiori, la violence est elle-même toujours difficilement repérable, localisable, voire déterminable. Nous savons tous ce qu'est la violence, mais de là à repérer clairement et distinctement la violence elle-même dans l'acte ou l'événement violent, eh bien, il y a toujours un pas. Un pas très difficile, en effet, à marquer et à définir. Qu'est-ce qui est dissimulé et qui est peut-être le comble de la violence dans l'événement ou la manifestation de la violence? Cela est une question philosophique extrêmement difficile et délicate à résoudre, voire même à penser. Car, évidemment, dans l'exercice de la violence peut toujours se réclamer d'une idée de bien, d'une idée de justice, et donc notre question sera en quoi et comment l'exercice de la violence cache-t-elle des dispositifs, pour reprendre un mot cher à notre ami Simon Lemoine, des dispositifs cachés, sournois et dissimulés. En effet, toute approche théorique de la violence, toute approche qui prend au sérieux le caractère indépassable de la violence, doit se poser la question du rapport entre sens et violence. Ce sens dissimulé dans la violence manifeste. C'est dire, nous devons poser la question de, et là je vais user d'un terme un peu savant, un peu philosophique, nous devons nous poser la question de l'exclusion incluante. L'exclusion incluante, je vais m'expliquer, l'exclusion incluante de la violence dans l'ordre social. En effet, nous devons oser poser la question philosophique suivante. Dans l'exclusion de la violence par l'imposition d'un ordre social,
n'en va-t-il pas toujours d'une forme d'auto-justice issue d'une rationalité reniant sa propre violence, rationalité qui prétendrait pouvoir dépasser la violence par l'institution du droit ou encore par la légitimité d'ordre de pouvoir estimé juste? Cette question, vous l'aurez compris, engage un soupçon face aux tentatives de simplement enrayer la violence en prétendant simplement la réprimer sous le joug d'une violence dite nécessaire. Rappelez-vous ce que Hegel écrivait dans la philosophie du droit. Hegel écrivait ceci, je paraphrase: « Il faut la violence du droit pour circonscrire la violence brutale de l'état de nature. » C'est dire, il faut la violence du droit pour contrôler, pour mettre entre parenthèses, pour interrompre cette violence pure que toute violence, cette violence pure où l'humain s'entre-déchire, s'entretue dans sa frénésie incontrôlée de dominer l'autre. Notre question philosophico-politique, serait ainsi: depuis quelle loi engager cette violence nécessaire et jusqu'où? C'est-à-dire, depuis quel lieu savoir la mettre en effet ou, au contraire, la suspendre? Et sur qui? Sur qui cette violence nécessaire peut-elle, doit-elle s'abattre? Qui seront les victimes réelles de cette violence nécessaire en vue d'apaiser la violence? Voyez donc, nous touchons ici à ce qui agit secrètement, de façon dissimulée, dans les manifestations et les événements de violence. Que cache la violence? D'où la violence s'engage-t-elle et qu'elle maintient dissimulée et hors de la vue? Nous ouvrons donc un champ secret d'où la violence surgit. C'est dire, nous ouvrons véritablement à une analyse des différents visages et masques que la violence peut endosser, porter ou avoir. Parmi ces masques, évidemment, nous retrouvons les violences privées, les violences qui arrivent dans les lieux cachés et dissimulés à la sphère publique. La violence dans la famille, la violence dans la relation amoureuse, dans l'amitié aussi. Dans ces sphères donc qui s'organisent et se constituent au cœur d'une certaine exception de la sphère publique, de la publicité. Ce sont là des violences toutes particulières, toutes singulières, car elles se situent dans un régime de sens autre et différent que celui du droit. Ce n'est pas dire que cet espace est contradictoire au droit, loin de là, mais néanmoins, cet espace est différent de celui du droit. Le droit est toujours, en quelque sorte, désarmé devant ces violences-là, et s'il est opératoire, c'est toujours en ayant supprimé le sens intime, le sens personnel, privé justement, de l'événement violent. D'où la double question: comment penser ces violences cachées, privées, sans réduire la singularité de leur violence à une détermination quelconque de la violence? Autrement dit, comment penser cette spécificité de la violence privée, dans toute sa différence, dans toute sa singularité, sans la réduire à la violence telle qu'elle serait comprise dans la sphère publique? Et puis, seconde question, depuis quel lieu maîtriser, ordonner, légiférer devant ces violences privées, qui sont bien souvent au moins, sinon plus violentes que les violences publiques, si le droit ne peut les saisir dans toute leur singularité? Alors, pour parler de ces questions et de bien d'autres, évidemment, je n'ai fait ici que esquisser quelques paramètres, quelques limites de notre propos ce soir. Nous avons deux intervenants de renom. Nous allons commencer notre atelier avec Simon Lemoine, que je vais présenter tout de suite, puis nous allons poursuivre avec Geneviève Delézy de Parseval, que je vais présenter tout de suite après avoir présenté Simon Lemoine. Simon Lemoine est professeur de philosophie dans l'Académie de Poitiers. Il est également chargé de cours de philosophie à l'Université de Poitiers. Il a travaillé énormément sur Foucault. D'ailleurs, il a complété sa thèse de doctorat en philosophie sur la question des dispositifs du pouvoir. Je pense que là, il va rejoindre certaines des interrogations que nous avons posées. Des dispositifs du pouvoir dans le travail de Foucault. La thèse
en question a été publié en 2013 aux presses universitaires de Rennes sous le titre « Le sujet dans les dispositifs du pouvoir ». Mais aussi, Simon Lemoine a travaillé sur Bourdieu, sur lequel il prépare actuellement un ouvrage, si je ne me trompe pas. Simon Lemoine s'intéresse tout particulièrement au rapport entre discours et pouvoir, à l'assujettissement et à la reproduction des inégalités, à la microphysique du pouvoir et aux microviolences. Et je souligne qu'en 2017, donc tout récemment, il a publié au CNRS, aux éditions du CNRS, un ouvrage intitulé « Microviolence, le régime du pouvoir quotidien ». Je pense qu'il en sera question ce soir. Et suite à sa présentation, nous passerons la parole à Geneviève Delézy de Parseval, qui est psychanalyste et psychologue. Elle a notamment travaillé entre plusieurs instituts, je ne peux pas tous les nommer, mais elle a notamment travaillé au service du professeur Millier à Sainte-Anne, à Saint-Antoine, de 93 à 99. Elle a enseigné dans plusieurs lieux, à la faculté de médecine de Créteil, aussi à l'École nationale de la magistrature, à l'École polytechnique, ainsi qu'à l'hôpital psychiatrique de Lausanne, en Suisse. Elle est membre de nombreux centres d'éthique biomédicale dans le monde et a publié de nombreux livres, dont certains sont devenus désormais des classiques, sur la parentalité, par exemple, La part du père en 81 au Seuil, suivi en 97, donc 16 ans plus tard, La part de la mère chez Odile Jacob. Ensuite, sur la stérilité et l'aide médicale à la procréation, Famille à tout prix en 2008 au Seuil. C'était après avoir écrit en 1983 aussi au Seuil L'enfant à tout prix. Et finalement, je ne mentionnerai que ce dernier titre, mais il y a une bibliographie très très importante, aussi beaucoup d'articles, mais sur l'adoption, un livre très intéressant qui est sorti en 1994 chez Odile Jacob, Enfant de personne. Donc je cède la parole d'abord à Simon Lemoine, puis ensuite à Geneviève Delézy de Parseval. Bonsoir à tous. Alors, mon intervention s'intitule « Lieux de pouvoir et micro-violence ». Je vais réfléchir à des lieux de pouvoir, comme peut être l'école, l'entreprise, la prison, le supermarché, etc. Et voir en quoi il y aurait des petites violences à l'intérieur qui, finalement, accumulées, répétées, auraient une influence assez considérable sur nous, alors sur nos conduites immédiates, mais aussi plus profondément même sur notre personnalité. Donc je voudrais évoquer ce soir deux thèses qui me semblent importantes. La première, c'est qu'il faut faire plus attention à ce qui relève de petites choses, de détails, puisque là se niche, et donc nous allons tenter de le montrer dans un premier temps, une très grande part, très discrète aussi, de nos rapports de pouvoir. Je n'invente rien, on trouve déjà cela chez Foucault, notamment dans Surveiller et punir, qui fait apparaître qu'on a, au XVIIIe siècle, une grande montée de micro-actions, micro-violences, qui finalement vont façonner profondément les individus jusqu'à aujourd'hui, grâce à de toutes petites choses, architecturales, discursives, etc., on va le voir. La seconde thèse est celle-ci. Il faut également prendre garde aux lieux que nous fréquentons, la ville, le bureau, les magasins, mais aussi l'école, les transports en commun, etc., puisque ceux-ci foisonnent de ces petits détails qui semblent sans importance, mais qui pourtant, comme le dit Foucault, conduisent nos conduites, conduisent nos manières d'agir quotidiennes, nous gouvernent en partie, canalisent nos actions, nos paroles, notre attention et même nos pensées. Deux thèses qui peuvent être résumées en une seule. Il faut tourner le regard, échapper à ce qui précisément nous conduit à chercher le pouvoir uniquement dans le supérieur hiérarchique, donc se défaire de cette vision pyramidale du pouvoir, supérieur hiérarchique dont l'autorité est visible et explicite, pour porter ce regard sur une autre source de pouvoir, presque toujours imperceptible, implicite et très difficile à saisir. Et en cela, elles sont effectivement secrètes, ces violences. Il faut ainsi, et nous partons ici donc de Foucault et de Bourdieu, pour développer cette position, traquer la violence dans les détails et en dehors des individus, dans l'architecture, dans l'urbanisme, dans l'agencement d'un magasin, dans des discours, sous des regards potentiels, dans des programmes informatiques, dans les mœurs également, dans des rituels
et dans tout cela combiné. C'est ça qui est très difficile à penser, c'est que cette violence est efficace puisqu'elle est polymorphe en fait. Et comme elle est polymorphe, on a du mal à la saisir et du coup à lutter contre elle ou même à réaliser que nous sommes violentés. Et ne pouvant le voir, on peut céder à cette violence en pensant qu'elle est normale, qu'elle est dans l'ordre des choses, alors qu'elle peut être tout à fait orchestrée. Donc avant d'évoquer l'idée que les violences secrètes sont largement occasionnées par un manque d'attention porté à ce qui est extérieur aux individus et agit sur eux, il nous faut démontrer qu'elles peuvent effectivement provenir de ce que nous allons nommer des lieux de pouvoir. Bon, chez Foucault, ce sera des dispositifs de pouvoir. Appelons lieux de pouvoir des dispositifs ayant au moins deux buts vis-à-vis des personnes qui les fréquentent. Ils veulent faire des actions attendues à ces personnes et ils veulent transformer ces personnes selon des objectifs. Par exemple, le système scolaire, de l'école primaire à l'université, a le but de faire des activités aux individus, mais également, et les deux projets sont liés, d'accompagner un changement des individus, une progression, une acquisition de nouvelles aptitudes. On peut dire que le système scolaire est un lieu dont le pouvoir est de prescrire des activités, de les requérir et de changer les individus à qui il va apprendre des savoirs, des méthodes, des manières d'être, etc. Le monde du travail a le même pouvoir. Il fait faire et il transforme les individus. Il fait faire dans le sens où il demande à ce que d'innombrables actions soient faites, actions dont il a déterminé les objectifs, voire les techniques même de mise en œuvre. Le monde du travail transforme les individus dans le sens où il propose des formations et où il produit des savoir-faire et des manières d'être. Ainsi, on peut dire que de l'école au monde du travail, les individus font des actions prescrites et sont transformés corrélativement. La transformation servant bien souvent, bien sûr, à améliorer les actions prescrites, selon des critères variables, les actions prescrites étant à leur tour partie prenante de la transformation. C'est en faisant qu'on se forme et qu'on fait mieux, en fait. Ces lieux de pouvoir, lorsqu'ils respectent les individus qui les fréquentent, sont des dispositifs qui présentent de grands avantages pour tous. Personne ici ne regrette d'avoir été conduit à apprendre, à lire, à écrire, à compter ou à savoir de l'histoire, par exemple. Et c'est un profit tout à fait précieux également d'avoir appris un métier, de savoir, par exemple, faire une charpente, parce que l'on a appris à le faire par le biais de ce que nous avons décrit, des actions prescrites couplées à une transformation de l'individu. Mais ces lieux de pouvoir peuvent également être des dispositifs condamnables lorsqu'ils ne respectent pas les individus qui les fréquentent. C'est de nombreux lieux au sein desquels on peut repérer d'innombrables micro-violences. Donc à l'école et dans l'entreprise, on lutte ainsi contre le harcèlement qui peut prendre des formes insidieuses. On lutte aussi contre des formes d'abus de pouvoir qui, elles aussi, peuvent être difficiles à dévoiler. Ces micro-violences sont reconnues et elles semblent suffisamment maîtrisées. L'école agit, des affiches, des personnes désignées. On essaye de faire disparaître le harcèlement scolaire. Or, nous faisons ici de notre côté le constat que les micro-violences, qui sont donc des violences infimes, qui tirent leur force à la fois de leur invisibilité et de leur profusion, sont bien plus nombreuses et bien moins jugulées qu'on ne le pense communément, et également qu'elles ont une incidence sur nos existences bien plus importante qu'on ne le croit usuellement. Je vais tenter de le montrer à présent avant d'en venir aux thèses évoquées en introduction. En quoi donc les lieux de pouvoir qui composent le monde scolaire et le monde du travail, entre autres, sont-ils porteurs de micro-violences qui sont négligées alors qu'elles seraient abondantes ? Nous avons remarqué que ces lieux avaient pour but de faire des actions attendues, par exemple des exercices, des devoirs, des tâches diverses, et qu'ils mettaient également en œuvre une action de transformation des individus en vue de parfaire ces actions selon des critères déterminés par ces lieux. On pourrait résumer cela en disant que les lieux de pouvoir font faire et font être. Ils font faire pour faire être et font faire pour... Pardon, je me suis répété. Ils font être, pour faire et font faire pour faire être. Et nous avons vu que cette action des dispositifs envers nous peut être tout à fait bénéfique. Toutefois, il faut se demander quelles sont les techniques et par quels moyens, dans quel contexte est-ce qu'aujourd'hui on fait faire
et on fait être. C'est un grand pouvoir qu'on laisse finalement à ces dispositifs, sans s'y intéresser beaucoup. Dans les lycées où j'ai pu exercer, les parents d'élèves, par exemple, sont très peu investis dans le lycée. Or, si on réalise quelle importance peuvent avoir les dispositifs, on devrait s'en mêler d'une manière beaucoup plus attentive. Bien sûr, on n'a pas forcément le temps. Donc, on remarquera alors que l'heure n'est pas, en tout cas en France et schématiquement, à une approche qualitative et participative, mais qu'elle est largement quantitative et unilatérale. Les restrictions budgétaires dans le secteur de l'éducation et la pression de la concurrence internationale dans celui du travail conduisent à chercher à améliorer sans cesse l'efficacité des individus et leurs compétences attendues, sans qu'il soit toujours possible, du moins c'est ce qu'on entend, de s'assurer de leur plein et entier accord, ou du moins de celui de leurs parents lorsqu'il s'agit de jeunes enfants. La recherche d'une optimisation continue des actions et compétences attendues selon des indicateurs principalement quantitatifs, parce que d'abord économiques, crée malheureusement un terrain propice à l'émergence d'innombrables micro-violences. Le chemin a été assez long, mais j'espère que vous avez suivi jusque-là. Lorsqu'un cadre, en effet, par exemple, dans une entreprise ou une institution, a des objectifs quantifiés, élevés et croissants, ou lorsqu'un enseignant de lycée doit connaître personnellement, s'il veut bien faire son travail, près de 150 élèves par an, alors ces deux individus peuvent être contraints, s'ils veulent garder leur travail, d'user de micro-violences pour parvenir à ce que l'on attend d'eux soit fait. La violence ici passe d'un individu à un autre. Le premier individu a l'obligation d'avoir des résultats si difficiles à atteindre, compte tenu des moyens qui lui sont donnés, qu'il ne trouve bien souvent pas d'autre solution que d'user de procédés qui ne respectent pas toujours les individus. C'est parce qu'il subit une violence, ici des objectifs très élevés lui sont imposés, qu'il fait subir à d'autres de la violence, faute d'avoir ou de trouver une autre solution. Mais à présent, il convient sans doute que nous montrions ces micro-violences dans les détails. Ici, nous partons de nombreuses lectures, mais aussi de notre propre expérience en tant qu'employé, en usine, dans le bâtiment, en centre d'appel, dans diverses entreprises, en collège, en lycée et à l'université. Nous avons pu étudier de l'intérieur comme acteur à part entière, dans plus d'une quinzaine de lieux de pouvoir, comment, depuis une vingtaine d'années, on fait faire et on fait être. Voici donc une liste de micro-violences que nous avons repérées dans chacun de ces lieux. Je pense qu'elle devrait vous parler, puisque nous avons tous fréquenté ce type de lieu. Elles paraissent tout à fait anodines si on les considère de façon isolée. Pour bien prendre la mesure de leur force, il faut penser, comme je le disais, qu'elles sont combinées et multiples, et qu'elles agissent sur nous depuis très longtemps. Elles tirent cette force également de la répétition et du fait qu'elles sont souvent présentes dans divers lieux que nous fréquentons, et cela depuis notre enfance. Les lieux de pouvoir, pour faire faire et faire être, utilisent de nombreux moyens dans lesquels se nichent des micro-violences. Ils régulent, par exemple, mes rapports à autrui, en changeant un individu d'équipe, en changeant son supérieur hiérarchique, en mutant l'individu, en acceptant un turnover important, etc. Donc, régulation des rapports à autrui. Ainsi, dans un centre d'appel que nous avons fréquenté, nous ne savions jamais avec qui nous allions travailler le lendemain, et nous pouvions passer tout un mois sans revoir un collègue en particulier. C'est très pratique pour faire des économies au niveau de la gestion des personnels, mais par contre, ça fragmente quand même énormément les équipes, et puis ça empêche quand même qu'un lien social se développe, et aussi sans doute de la révolte. Je pense là à l'établi de Robert Linhart. Robert Linhart met le bazar dans une usine dans les années 60-70, et au bout d'un moment, on l'envoie dans un autre endroit où il ne fréquente plus les autres, et il ne peut plus fomenter la révolte. Les lieux de pouvoir régulent aussi les discours, donc le rapport à autrui, mais aussi ce qui peut être dit. C'est-à-dire donc ce que je peux dire, mais aussi ce qui peut m'être dit. Ainsi, lorsque je produis des discours, oraux ou écrits, au sein d'un lieu de pouvoir, je dois adopter une certaine forme, et je sais qu'il y a des lycéens ici et qui savent que c'est très difficile de trouver la forme attendue par l'enseignant, la forme de dissertation, avec la thèse et l'antithèse, et puis on ne sait pas trop ce qu'il faut mettre ensuite pour dépasser l'opposition. Il faut trouver
cette forme. Donc il y a une forme de discours qui est imposée. Avoir certains buts lorsque les discours sont tenus et s'en tenir à certains sujets. On ne peut pas parler de n'importe quoi. Forme, but et sujet étant donnés du dehors selon des critères à propos desquels je n'ai pas été consulté, alors que c'est moi qui vais devoir tenir ces discours et bien souvent en plus en mon nom. Vous voyez là comme il y a un assujettissement. Les lieux de pouvoir, de plus, organisent les espaces, c'est-à-dire les aménagements architecturaux. Ils organisent également les emplois du temps de chacun, mais aussi les distances entre les individus, les déplacements faits par ces individus, les rôles que peuvent tenir les individus, les vêtements parfois, soit un uniforme ou du moins une tenue appropriée à la fonction, la lumière qui est portée ou non sur certaines personnes. On conçoit bien que ces pouvoirs sont nombreux et que la tentation est grande, pour ceux qui peuvent les mettre en œuvre, de s'appuyer sur eux pour des fins purement économiques. Ici se glissent alors des micro-violences, puisqu'il s'agit de passer par ce qui semble être de l'ordre du détail pour gouverner insensiblement les individus. Une salle de pause inconfortable, par exemple, va limiter les temps de repos. Un emploi du temps morcelé ou un contrat précaire permettra un gain de productivité qui ne tiendra pas compte de ce qu'il occasionne dans la vie des employés. Une surveillance ou du moins un contrôle continu des actions et des compétences et la constitution d'un savoir sur chacun permettent également un gain de productivité, mais sont aussi une pression exercée qui, n'étant pas à son tour contrôlée de façon neutre, glissera bien souvent vers un usage de micro-violence. Qui contrôle les contrôleurs, pourrait-on demander. Ajoutons encore 2 points pour montrer qu'aujourd'hui les lieux de pouvoir sont très souvent des dispositifs où malheureusement se diffusent de nombreuses micro-violences. Les lieux de pouvoir me demandent d'adopter des manières d'être, des façons d'agir. Ces manières d'être peuvent être tout à fait louables, par exemple lorsqu'un dispositif favorise la politesse, lorsqu'elle est effectivement une attention à l'autre, ou la prévention des accidents du travail par l'inculcation d'habitudes. Mais ces manières d'être peuvent être, à l'inverse, tout à fait problématiques lorsqu'il s'agit d'apprendre des procédés rhétoriques ou de s'habituer à faire un travail de piètre qualité, etc. Dans ce cas, le sujet peut être réfractaire au fait de devoir incorporer ces manières d'être, car elles vont avoir un effet durable sur son identité, sur sa personnalité, qui en sera profondément affectée. Si je deviens un bon commercial et que je dois mentir, ou du moins utiliser de la rhétorique pour convaincre, quand je vais rentrer chez moi le week-end ou pendant les vacances, je n'aurai pas perdu cette compétence de commercial et je risque de l'utiliser à un moment donné dans mes rapports de pouvoir. Et même quand j'aurai terminé, que je serai à la retraite, je garderai des habitudes. Donc on ne peut pas dire que ça soit secondaire, ça me forme profondément. Les lieux de pouvoir savent cela, mais jouent sur le fait que bien des employés ne peuvent pas changer d'emploi à leur guise et devront alors accepter d'incorporer ces manières d'être, qui bien souvent n'ont pas d'autre but, encore une fois, qu'immédiatement économique. On me demandera par exemple d'être enjoué, de mentir parfois, ou de suivre un ordre sans toujours pouvoir en comprendre la portée, ou même pouvoir le discuter. Les lieux de pouvoir m'évaluent par ailleurs en fonction de normes, de mesures qui ne sont pas véritablement discutées. Ainsi, ils sont bien souvent à la fois juges et parties, ce qui, combiné aux impératifs économiques que nous avons évoqués, conduit immanquablement à des micro-violences, du fait d'un manque de neutralité dans l'élaboration des critères de jugement. Cette évaluation, en outre, va fréquemment avoir recours à des partages binaires, par exemple entre les élèves qui sont au-dessus de la moyenne et les autres qui n'ont pas la moyenne. Cette notation ne permet pas une zone grise. L'évaluation quantitative met les individus en tableau. Là, on retrouve aussi Foucault. Les compare, les classe, les mesure et les trie. Cette gestion en tableau pose des problèmes éthiques. Elle est très économique, certes, mais elle range les individus dans des cases bien délimitées, alors qu'ils ont tous une histoire singulière et des qualités qui toutes ne se quantifient pas. Mettre en tableau les hommes, c'est encore immanquablement générer des micro-violences. Récapitulons. Les lieux de pouvoir régulent mes rapports à autrui, régulent les discours, régulent les espaces, régulent les emplois du temps, régulent les déplacements et les rôles tenus par chacun, le style de vêtements,
ce que je peux voir et ce qui est vu de moi, les manières d'être, les normes à partir duquel je suis jugé, et également, il me contrôle de façon ininterrompue en me mettant en tableau. On le voit, ces lieux ont un grand pouvoir sur moi, un pouvoir asymétrique, mais encore une fois, vraiment polymorphe. Et lorsque les impératifs sont économiques avant d'être moraux, alors ces pouvoirs sont immanquablement le support à d'innombrables micro-violences. Cette énumération, à laquelle on peut ajouter encore de nombreuses micro-violences possibles, sont souvent mélangées à des actions tout à fait louables, et ça permet de bien saisir que de nombreux lieux de pouvoir sont aujourd'hui porteurs de micro-violences dont on néglige aujourd'hui l'importance. Cette négligence s'explique très bien et elle a une conséquence fâcheuse. Elle s'explique très bien parce que nombre d'entre nous n'ont pas intérêt à ce que ces lieux changent, puisqu'ils en tirent profit au sens, à différents sens du terme. Sa conséquence fâcheuse, c'est que toute l'attention est portée sur les individus afin de masquer les micro-violences. Et cette attention porte préjudice aux individus qui sont alors la cible de débats qui font diversion. L'individu en question est-il fainéant, sans ambition, profondément incapable, résistant au changement, insuffisamment formé, etc. Ces débats permettent que l'on évite de questionner les lieux de pouvoir eux-mêmes. Que font-ils? Dans quel but? Par quels moyens? Avec quelles normes? Sous le contrôle de qui? Nous avions annoncé 2 thèses en introduction. Première thèse, il faut s'intéresser à ce qui relève du micro, à l'élémentaire, à la multiplicité. Il faut faire attention à certains détails qui, pris un à un, semblent tout à fait anodins, sans conséquence, mais pris sous un regard attentif qui en embrasse et en analyse la multiplicité, se révèlent tout à fait violents dans leur action discrète. La seconde thèse est la suivante. Si l'on reconnaît qu'une bonne part de la violence qui s'exerce aujourd'hui est bien issue d'innombrables détails qui sont combinés et s'accumulent, alors il faut chercher les causes de cette violence, non plus seulement, comme on le fait aujourd'hui, dans les individus et leur psychologie, mais aussi et surtout dans des dispositifs, dans des institutions qui tirent profit de cette violence diffuse. Déplacer donc le regard, qui, comme Foucault l'a montré dans Surveiller et punir, se porte presque exclusivement aujourd'hui sur les individus, alors que les foyers principaux de pouvoir se font discrets. Il explique qu'au XVIIe siècle, la punition se fait par le roi et est vraiment visible. C'est le supplice, et du coup, il y a un éclat des supplices. Et au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, la punition devient invisible, le lieu de pouvoir est invisible, et par contre, on éclaire les individus. Donc un renversement de la lumière très, très intéressant. Déplacer le regard vers des lieux qui concentrent du pouvoir, ou plutôt qui sont agencés de telle sorte que le pouvoir qui les traverse soit capté, concentré, conduit, orienté, accumulé, contenu, etc. Il ne s'agit pas pour nous de désigner des individus qui agenceraient en toute conscience des dispositifs afin de dominer autrui. Il s'agit de montrer que la violence est largement générée par les lieux que nous fréquentons. Ces lieux qui nous protègent, qui donnent du confort, qui nous mettent en relation, permettent le développement des arts et de la culture, sont également des lieux qui sont parfois violents envers des individus. Cette violence est principalement de l'ordre d'un faisceau de détails, d'une combinaison de micro-violences. Seconde idée, donc, il faut reconnaître que la violence n'a pas que des causes psychologiques ou même naturelles. Par exemple, quelqu'un qui aurait un tempérament violent inné ou même, rappelle Foucault, une dangerosité propre. La violence peut être portée, bien sûr, par des mœurs, des habitudes qu'il sera difficile de réformer, certes, surtout si on n'y met pas les moyens nécessaires, mais la violence est aussi, et selon nous surtout, portée par les lieux de pouvoir que nous fréquentons tous et qui sont largement à l'origine des mœurs et des habitudes violentes. Résumons nos 2 thèses. Pour prévenir la violence, il faut donc cesser de porter exclusivement le regard sur les individus et se tourner aussi vers les lieux de pouvoir dont les sujets ne sont pas indépendants. Ces lieux de pouvoir ont une action diffuse, polymorphe, et pour en repérer tous les effets, il est nécessaire de s'intéresser patiemment à l'élémentaire, au micro, aux détails combinés. Il faut ici étudier une question importante. Pourquoi l'intention se porte sur les petits détails de la vie de chacun et non sur les lieux de pouvoir?
Par exemple, au travail, on regarde de près mes activités quotidiennes, on fait la liste de mes compétences supposées, on les mesure finement, on diagnostique mes aptitudes, mes ressources, mon potentiel, on vérifie que j'effectue bien les progrès attendus, etc. On se concentre donc sur 1000 parcelles réelles ou supposées des individus, plutôt que de mettre en la lumière sur le fonctionnement des lieux de pouvoir. Ceux-ci restent dans l'ombre, ils font l'objet d'une réflexion en interne, comme dit l'expression, sans véritablement être discutés, avec le même souci du détail par les premiers concernés, les élèves, les employés, les usagers, etc. On a donc, et là encore Foucault l'avait souligné il y a plus de 40 ans, un pouvoir qui fonctionne moins par la force que par une distribution inégale de l'attention. On dirige l'attention sur les individus en cherchant à les rendre plus empathiques, plus bienveillants, plus investis, plus coopératifs, plus autonomes, etc. Mais cette concentration de l'attention dans une seule direction a pour effet de laisser dans l'ombre un lieu qui, lui aussi, mérite d'être éclairé, d'être discuté, d'être tout autant examiné, scruté même. D'autant plus que c'est depuis ce lieu, aujourd'hui largement invisible, que l'on va décider des critères, des normes, des points de comparaison qui servent à juger dans les moindres détails les individus. Pour que le jugement d'un service ressources humaines dans une entreprise ou d'un conseil de classe dans un établissement scolaire tende à la neutralité, il faut bien évidemment que les critères qui fondent ce jugement soient non seulement publics, mais encore qu'ils soient discutés et puissent toujours être discutés par toutes les parties. Or, ils ne le sont pas. On discute sans cesse de ce que je suis et de ce que je devrais être, on exige, mais on ne discute pas, ou presque pas, des attendus des dispositifs qui me scrutent. Un paragraphe pour conclure. Relevons que les violences secrètes sont donc à chercher dans divers terrains. Les rapports à un individu, comme dans le harcèlement moral par exemple. La violence symbolique, telle que Bourdieu l'a décrite, qui elle est sociale. Et la violence diffuse des lieux de pouvoir. Dans ces trois terrains, l'origine de la violence est masquée et les individus se font violence eux-mêmes, du fait même qu'ils ne repèrent pas la source externe de la violence. On voit bien ici que la violence invisible est permise par une distribution de l'attention de chacun. Si les regards se portent tous et toujours sur les sujets plutôt que sur leur environnement, c'est-à-dire sur ce qui les constitue du dehors, alors cette violence pourra encore longtemps s'exercer sans être inquiétée. Il est important ainsi de saisir que le pouvoir, aujourd'hui, s'exerce largement par le détournement de l'attention et que la résistance aux violences invisibles passe donc en premier lieu par l'exigence du renversement de l'examen. Il faut examiner ceux qui nous examinent. Il faut demander à ceux qui cherchent à savoir qui nous sommes, ce qu'ils sont eux-mêmes, c'est-à-dire ce qui les motive véritablement, ce qui motive leur exigence de connaissance à notre égard. Si la vérité doit être dite sur les sujets, alors elle doit l'être aussi sur les lieux qui cherchent cette vérité. Que veulent-ils? Quels sont leurs critères? Sont-ils impartiaux? Car si l'on accepte une distribution asymétrique de l'attention portée, on accepte alors que perdurent les violences secrètes. Merci beaucoup, Simon, pour cette très belle conférence, cette très belle intervention et cet appel critique à questionner ceux qui nous orientent ou ceux qui nous contrôlent finalement. J'aurais pas mal de questions à poser, mais je vais les réserver. Pour l'instant, je vais maintenant donner la parole à Geneviève, oui, et pour son intervention. Merci beaucoup. Bon, j'étais très intéressé par la conférence précédente, très originale, et ce que je vais vous dire aujourd'hui vous semblera peut-être assez bizarre, assez original. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis très longtemps, mais qui est sans cesse alimenté par l'actualité, notamment par les progrès de la médecine et du droit dans le domaine de la procréation médicalement assistée. Mais je reviens au titre. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce sujet qui m'intéresse particulièrement, que j'ai un petit peu retourné sur la violence des origines. Je sais que vous avez parlé des origines de la violence, mais je vais plutôt parler de la violence des origines et du secret, des violences que le secret sur les origines engendre.
Mais vous verrez, il n'y a pas quelque chose de linéaire entre secret et violence. Je vais essayer de l'expliquer de manière fine. Je vais essayer. Pour que ce soit très concret, je vais essayer de mettre en regard deux lois de loi française, excusez-moi pour les monégasques, je ne connais pas bien la loi monégasque, je pense qu'elle est assez proche de la loi française, deux lois qui ont ficelé la violence des origines. Je vais expliquer ces deux lois, et pour essayer de tirer un fil qui vous parle à tous, je vais les mettre en regard du mythe d'Édipe, qui est aussi une histoire de violence des origines, comme vous savez. Vous savez qu'Édipe a ignoré l'identité de ses parents, ce qui a pour le moins, pour faire court, gâché sa vie et celle de sa descendance. Alors, le législateur français ne s'est pas beaucoup soucié du mythe, c'est pas son job, mais assez curieusement, il s'est fait une spécialité, alors je mets entre guillemets parce que c'est pas à l'honneur de la loi française, il s'est fait une spécialité en organisation secret relatif à la conception, à la filiation et à la naissance. C'est donc de cet effacement d'identité d'origine et de la violence que ça engendre chez nombre d'adultes qui en sont les victimes involontaires dont je vais vous entretenir. Alors, une précision liminaire, ces secrets sur l'identité d'origine sont prônés comme des valeurs par la loi. Ce ne sont pas des secrets qui sont dans un placard, ce sont des secrets que la loi prône comme valeurs, des secrets présentés comme soi-disant protecteurs du sujet, de sa vie privée, de sa famille, etc. Donc il ne s'agit pas du tout de secrets d'alcôve ni de secrets de famille dont nos placards sont remplis. Il s'agit de secrets d'État. Le mot paraît un peu fort, mais vous allez voir que je crois que c'est un mot qui est juste. Alors, je vais parler rapidement de deux lois. Vous verrez, c'est pas du tout, je ne pense pas que ce soit austère. Et je vais ensuite les lier à l'histoire d'Édipe, enfin au mythe d'Édipe. La première loi est une loi un peu ancienne qui date de janvier 93, qui est connue sous le nom d'accouchement sous X. Alors, que fait cette loi? Elle institue un abandon anonyme d'enfants au terme d'un déni tout de même extraordinairement frappant. Moi, j'ai travaillé en maternité longtemps. Une mère, si elle le décide, bien sûr, une mère accouche, et la loi, dès que le bébé sorti du ventre de sa mère, dit qu'elle n'a pas accouché. Au point que, légalement, elle pourrait épouser son enfant plus tard. Je pense à une jeune fille qui a accouché d'un garçon. Alors, on rejoint déjà Édipe, si vous voyez. Elle pourrait épouser son fils plus tard, de manière parfaitement légale. Alors, c'est très troublant, y compris même pour un professionnel. C'est très troublant. Alors, il n'y a pas de mystère, c'est que dans ce cas-là, le lien de filiation n'a pas été établi, et la mère, bien sûr consentante, dit « je ne veux pas établir la filiation ». Donc, voilà. Et la loi le lui permet, et c'est pour toujours. Enfin, on ne peut pas revenir là-dessus. Je me souviens de cette jeune fille de 15 ans que j'avais accompagnée, qui a accouché. Et ensuite, en regardant par la fenêtre de l'hôpital, je l'ai vue qui partait avec son sac à dos. Elle retournait au lycée. Bon. Alors, de nombreux travaux, outre les miens, ont montré la violence que peut générer chez de jeunes adultes, là je mets du côté des enfants nés avec ce secret, la violence que peut générer chez ces jeunes adultes la confiscation de leur histoire dans un dossier secret auquel eux-mêmes n'ont pas accès. Parce qu'évidemment, nous sommes en France un pays de droit écrit, et le dossier reste. Il y a un dossier. Je me souviens des propos de Philippe, qui était né sous X, que j'ai entendu moi-même lors d'un colloque organisé au Sénat il y a quelques années sur le droit aux origines, et qui disait, ça a été publié, donc je le cite, « Vous pouvez comprendre pourquoi je suis un homme en colère. Savoir qu'il y a des gens qui en savent plus sur moi que moi est injustifiable, révoltant. Je veux connaître mon histoire pour en devenir enfin l'acteur. J'ai le droit de la connaître parce qu'elle m'appartient. »
Alors, l'histoire de Philippe, enfin, il l'a dit, était finalement relativement simple. Il a été adopté à l'âge de 6 mois par de bons parents qui lui ont dit qu'il était adopté, donc il n'y avait pas du tout de secret sur son adoption, mais pas plus ses parents que lui-même n'avaient évidemment l'identité de au moins la mère de naissance, et c'est ça qui le révoltait, d'autant qu'il savait que ce dossier était quelque part. Donc c'était vraiment ce sur quoi je veux insister ce soir, c'est la violence de ce secret, c'est le fait qu'une administration, en l'occurrence l'ADAS, en sache plus sur lui que lui-même. C'est pas toujours comme ça. En Grande-Bretagne, par exemple, une mère qui veut pas garder son enfant laisse son nom dans une institution ad hoc, mais elle sait qu'à partir de la majorité de l'enfant qui est né d'elle, il pourra avoir accès à son identité. Elle le sait, et c'est comme ça, et l'enfant et ses parents adoptifs le savent aussi. Et assez curieusement, et de manière intéressante, cette institution a été créée il y a plus de 20 ans, 30 ans peut-être. Et finalement, les enfants adoptés savent que ça existe, et du coup, ils ne vont pas plus loin. Ils vont assez peu chercher leur mère de naissance, mais on ne le leur interdit pas. Et donc, il n'y a pas cette violence qu'engendre le fait qu'il y a un mur. Alors, une autre loi dont vous avez peut-être entendu parler, qui est toujours d'actualité, et qui, à mon avis, est une loi liberticide, c'est la loi bioéthique qui encadre la PMA, qui a été votée en juillet 1994, révisée dans les mêmes termes en 2004 et 2012, et qui va être encore révisée l'année prochaine, je pense en 2018 ou 2019. Alors, je vous lis les 2 lignes de l'article du Code de la santé publique qui règle l'anonymat des hommes et des femmes qui ont donné leurs gamètes. Je vous le lis, je cite, « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. » Point. Vous voyez que le secret sur les origines est complètement verrouillé, mais le législateur, dans sa sagesse, a très bien nommé les choses, et il a dit qu'il fait don d'un élément, d'un produit du corps. C'est pas son identité, c'est le produit du corps. Alors, il y a beaucoup à dire sur le produit du corps, j'essaierai d'en dire un petit mot ce soir, mais c'est extrêmement important et c'est très bien dit. Alors, comme dans l'adoption, les parents, souvent maintenant, les jeunes parents révèlent à leur enfant qu'il a été conçu par insémination par donneur ou par don d'ovocytes de manière plus récente, mais ça ne va pas plus loin, puisque eux-mêmes ignorent évidemment l'identité du donneur. Alors, qu'est-ce qu'on entend ? Alors, j'ai beaucoup dans ma clinique entendu de jeunes gens, adultes, maintenant certains pères de famille, ce sont les plus anciens, on entend chez des adultes des fantasmes très violents, du style, par exemple, attaque de la banque, entre guillemets. Attaque de la banque c'est le sécos qui détient le secret, qui détient le dossier du donneur. Alors, bon, ils n'attaquent pas la banque, mais ils y pensent. Et puis alors maintenant, ce qui est plus inquiétant, c'est, je le vois maintenant relativement souvent, c'est ces recherches compulsives sur Internet, avec envoi de salive. Il y a un site aux États-Unis, en Californie, avec des recherches d'ADN, qui sont des signes de souffrance absolument, vraiment extrêmement inquiétants, et en plus inquiétants si jamais ils arrivent à trouver le donneur, car ce donneur lui-même, il a donné dans un cadre tout à fait clair d'anonymat. Donc, bon, c'est ce que j'essaie quelquefois de leur dire, mais ils n'écoutent guère. Cette psychodynamique concerne encore une fois ici le fait que ce n'est pas le secret lui-même, mais c'est le fait qu'une institution en sache plus sur lui que lui. Je vous cite quelques lignes que m'a écrite une jeune femme d'une trentaine d'années. En tant qu'enfant conçu par IAD, donc insémination par donneur, je souhaite vivement qu'une révision de la loi bioéthique soit possible. Je souhaite avoir le choix au moins de connaître mon hérédité. Je souhaite avoir une photo du donneur, des informations sur sa vie, sa famille, ses ancêtres. J'estime qu'on devrait avoir le droit de connaître nos origines. Alors, je souligne dans cette lettre les termes. Elle parle d'hérédité, de photos, d'histoire, d'identité, tout point qui renvoie à Ricoeur, enfin à l'identité narrative, au besoin qu'ont ces sujets de pouvoir se raconter leur histoire avec un minimum, sinon de vérité, au moins de vraisemblance.
Je souligne aussi le terme d'hérédité qui est très intéressant, qui était précisément l'expression employée par le doyen Carbonnier, qui était doyen de la fac de droit, en 1984, un grand colloque génétique, procréation et droit, pour qualifier le don de sperme. Il disait, moi je m'en suis beaucoup servi dans ma clinique, il disait que les donneurs de gamètes ne donnaient pas d'eux-mêmes en tant que, ne donnaient pas leur sourire, leur intelligence, leur paternité, ils donnaient leur hérédité qui leur venait elle-même de plus loin. Et donc ça, c'était extrêmement intéressant avec dans des consultations thérapeutiques avec des patients qui, par exemple, des mères qui ont peur que la donneuse d'ovocytes donne de sa maternité, de leur dire, mais non, la donneuse d'ovocytes, elle n'a pas donné de la maternité, d'ailleurs, elle est mère elle-même de ses enfants, mais elle a donné son hérédité. Enfin bref, le doyen Carbonnier était très clairvoyant, même. Bon, une autre lettre, mais je ne vais pas être trop longue. Alors, comme analyste, je ne suis pas la seule, je me pose des questions depuis longtemps. Les dons de gamètes peuvent-ils avoir un écho psychique dans la vie de l'enfant conçu ainsi, et quid de la génération suivante? Alors, nous sommes quelques-uns, de plus en plus nombreux maintenant, quelques analystes, à constater et à dire haut et fort, à partir de leur clinique, que le secret est une violence faite à l'enfant. Nous avions même écrit une tribune, je crois, dans Libération, avec Sylvie Faure-Pragier et Eva Veil, deux collègues psychanalystes. L'enfant, puis l'adulte, pressent une énigme, quelle que soit l'habileté des parents à ne rien laisser paraître, et le malaise et l'idée de tromperie filtrent souvent à l'insu même des parents. L'enfant perçoit de toute façon qu'il y a un secret, comme si en naissant il avait fait quelque chose de mal. Par exemple, il y a un terme qui revient souvent j'ai fait une recherche avec des jeunes gens qui sont nés par IAD dans le cadre d'une association. Beaucoup de ces jeunes gens emploient un mot qui est un adjectif impressionnant, qui est nous avons l'impression d'être des imposteurs. Je pensais à un jeune homme normalien qui était prof dans une fac très connue et qui employait ce terme. Je suis un imposteur. C'est impressionnant. Je me suis bien sûr retourné vers les pères fondateurs de la psychanalyse. Je vais vous parler 3 minutes de Ferenczi et de Freud. Alors, bien sûr, à leur époque, pas de procréation médicalement assistée. Il y avait une adoption, mais ce n'était pas du tout l'adoption que nous connaissons de nos jours. C'était une adoption qui était en général des adoptions d'adultes et qui étaient des adoptions intrafamiliales. Donc, il n'y avait pas du tout d'équivalent de ce que je vous ai raconté sur l'accouchement sous X. Alors, je vais être assez rapide, mais je vais tout de même vous citer, ça vous intéressera, un texte de Ferenczi, un texte très célèbre qui s'appelle « La confusion des langues », 1933. Ferenczi montrait dans ce texte que ce qui rend une situation traumatique, source de violence, c'est l'interdiction qui est faite d'en parler, ainsi que le désaveu de la part de l'entourage. C'est quelque chose il parlait d'ailleurs du terrorisme de la souffrance. C'était le thème du rêve du nourrisson savant. Enfin, c'est peut-être un petit peu compliqué. Enfin, le thème de l'enfant thérapeute, l'enfant qui devient le psychiatre de ses parents. Si jamais vous lisez un texte de Ferenczi, lisez celui-là. C'est un texte absolument extraordinaire. Dans Psychanalyse 4. Alors, Freud, bien sûr, naturellement, mais je vais être courte, a écrit un petit article dans les essais de psychanalyse appliquée qui s'appelle « Quelques types de caractères dégagés par la psychanalyse » en 1915. Et si j'ai retenu ce texte parmi des milliers d'autres, c'est qu'il parle des risques de dommages psychiques causés par une exception. Alors, quand je l'avais lu à l'époque, je m'étais dit, tiens, une exception, les enfants nés de gamètes sont évidemment des exceptions. Si vous voulez un chiffre, il y a à l'heure actuelle 3% des naissances, des conceptions en France qui sont nées par don. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, ce sont vraiment des exceptions, même au sens statistique. Mais justement, raison de plus pour ces enfants de réagir à cette exception. Quant à l'accouchement sous X, il y a tout de même 300 naissances par an. Au fil des années, c'est toujours pareil, ça monte et ça descend. Enfin, donc c'est pas rien du tout. Alors Freud disait, je cite, il y a des moments où je coupe, on ne saurait douter que chacun n'aime à se croire une exception et prétende à des privilèges sur autrui. Mais c'est justement pourquoi, quand quelqu'un se proclame et se comporte réellement comme une exception, il doit y avoir à cette prétention une raison particulière. Je coupe. Je suis parvenu à constater une particularité commune à tous ces malades qui était en rapport avec les événements précoces de leur vie.
Leur névrose, je cite, hein, leur névrose se rattachait à un événement, à une souffrance qui les avait atteints dans leur première enfance, desquels ils se savaient innocents et qu'ils pouvaient considérer comme un préjudice injuste porté à leur personne. Les privilèges qu'ils faisaient découler de cette injustice et l'insubordination qui en résultait n'avaient pas peu contribué à rendre plus aigus les conflits qui avaient amené plus tard à l'éclosion de la névrose. Et Freud cite ici le cas d'une patiente qui mettait justement en cause ses ascendants génétiques. Bon. Vous voyez où je veux en venir. Dans une conception par don de gamètes, il s'agit justement des vêtements dont les sujets se savent innocents et pour cause, et qu'ils considèrent comme un préjudice injuste porté à leur personne. Alors j'en viens au mythe d'Édipe qui, je crois, nous éclaire beaucoup, si j'ose dire. Alors depuis Freud, je ne vais pas reprendre la lecture freudienne que vous connaissez sans doute, mais vous savez que ce mythe a été revisité, réinterprété par des spécialistes de l'histoire grecque, je pense à Jean-Pierre Vernant, et aussi par des anthropologues. Et c'est la lecture anthropologique que je vais vous présenter ici rapidement, car elle démontre même que la tragédie d'Œdipe signe la violence d'un mensonge sur les origines du héros. Ça, c'est évident. D'un mensonge qui l'a empêché de savoir que sa mère lui était sexuellement interdite. C'est parce que la tromperie a gouverné son destin qu'Édipe a commis ces actes parricides et incestes qu'il trouve lui-même abominables. Alors, on s'aperçoit dans cette lecture du mythe, là je reviens à Vernant, mais finalement Vernant rejoint la lecture anthropologique. On s'aperçoit dans cette lecture du mythe que ce malheureux Édipe sans complexe, comme disait Vernant, loin d'être victime de ces fantasmes incestueux et parricides, ce qui est la thèse de Freud, est bien au contraire victime à la fois d'un système, j'ai bien aimé votre expression foucaldienne, d'un dispositif, la prochaine fois je dirais dispositif, victime d'un dispositif qui est celui de l'oracle, je vais y revenir, et par ailleurs de la névrose de son père, Laios. D'ailleurs, certains psychanalystes proposent même de parler du complexe de Laios. Laios avait quelques problèmes psychologiques, un divan lui aurait servi, son homosexualité latente, l'histoire avec le jeune Chrysippe, enfin bon, je ne vais pas être trop longue. Mais je reviens là sur quelques détails du mythe qui sont utiles pour éclairer les conséquences psychiques des enfants conçus par don, protagonistes involontaires du théâtre qui se joue à travers ces deux lois. Alors, je résume le mythe, parce que vous ne l'avez pas forcément à l'esprit tout de suite. Laios avait épousé Jocaste et régné sur Thèbes. Comme il se désolait de ne pas avoir d'enfant, il consulta l'oracle qui lui annonça que cette apparente infortune était en fait une chance, entre guillemets. L'oracle lui a dit en effet que tout enfant qui naîtrait de lui le tuerait. Alors, Laios, première chose qu'il a fait, c'est qu'il tenta d'éloigner Jocaste pour ne pas avoir de relations sexuelles avec elle, mais il ne lui a pas expliqué. Jocaste, sale caractère, était très contrariée de cette mise à l'écart. Elle a fait boire Laios et, dans la nuit qui a conçu l'ivresse, ils ont conçu Édipe qui naquit 9 mois plus tard. Alors, Laios, très embêté, excusez la familiarité de l'expression, légitimement inquiet quand il a la naissance du bébé, décida de s'en débarrasser. Alors, il aurait pu le tuer, ce qui aurait été peut-être plus prudent, mais il n'y aurait pas eu d'histoire. Il aurait pu le remettre explicitement à un autre couple, mais ça supposait encore des risques, puis il n'y avait plus de secret. Il a choisi finalement la solution la pire qui soit l'exposition, c'est-à-dire l'abandon. Alors, il l'arrachait des bras de sa nourrice, lui a percé les chevilles avec un clou, lui a attaché les pieds, et l'exposa sur le mont Cithéron, la Dace de l'époque. Mais on n'échappe pas si facilement à un tel oracle. Alors le roman policier se continue, c'est un véritable roman policier, vous connaissez la suite. Un berger trouva le bébé, le nomma Édipe et l'amena à Corinthe, où régnait le roi Polybe, époux de Mérope, couple sans enfants, qui furent très heureux d'adopter Édipe comme leur fils. Certaines versions du mythe d'ailleurs disaient même qu'il y aurait eu une supposition d'enfant, Mérope ayant fait semblant d'être saisi par les douleurs de l'accouchement. Alors ces gens très bien, comme les parents de Philippe, élèvent l'enfant sous le régime de l'adoption plénière, si vous permettez cet anachronisme. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que jeune homme, Édipe, rongé de doutes, il avait des doutes relativement aux conditions de sa naissance, il sentait un malaise, et notamment on se moquait de lui parce qu'il ne ressemblait pas à ses parents. Donc, pour finir, je résume évidemment beaucoup, mais vous pouvez vérifier dans les textes, il quitte ses parents adoptifs,
mais il ignore toujours, évidemment, l'identité de ses géniteurs. C'est même le ressort de la tragédie. Alors, la suite, c'est que par hasard, il tue son père, et puis à la suite finalement, il épouse sa mère. Je vais vite. Alors, peu importe la carence dans l'appropriation de sa propre histoire, est poussée à cela dans le théâtre, dans le mythe, à ses conséquences extrêmes, peu importe qu'elles soient rarissimes, heureusement, l'inceste et le parricide. Et je cite ici Suzanne Lallemand, qui est mon amie et collègue spécialiste de la famille, anthropologue. Elle écrivait, il y a un certain temps, le mythe apparaît donc comme la très violente dénonciation d'un mode d'appropriation de l'enfant qui se permet de négliger la maîtrise des origines individuelles, de sorte que les deux prohibitions universelles qui fondent toute vie en société, parricide et inceste, sont susceptibles d'être violées, non en connaissance de cause, mais avec la meilleure foi possible. Donc c'est l'Édipe sans complexe de Vernon. Alors vous savez que l'histoire d'Édipe ne s'est pas arrêtée là. Le héros a eu 4 enfants avec sa mère Jocaste, 4 enfants dont il est à la fois le père et le frère. Alors si j'insiste pour finir sur ce brouillage de la parenté à la génération suivante, c'est ce dont je vais parler maintenant, c'est que le sujet des frères et sœurs évoque une fantasmatique importante, pour ne pas dire dominante, que l'on retrouve quand on a cette clinique chez les adultes conçus par procréation médicalement assistée avec don anonyme. Alors, un petit retour sur l'anthropologie de la parenté. Vous savez qu'il y a 3 axes dans la parenté. Il y a l'axe de la filiation, l'axe de l'alliance, ces 2 axes sont complètement brouillés dans l'histoire d'Édipe, dans le mythe. Mais il y a un 3e axe qu'on oublie souvent, qui est celui de la germanité, celui des frères et sœurs. Alors, Édipe a eu donc 4 enfants, mais 2 frères et sœurs qui sont Antigone, Ismène, et Théocle et Polynice. Alors, il est frappant, là évidemment vous êtes obligé de me croire parce que je pense que vous ne rencontrez pas beaucoup de jeunes gens conçus après une IAD, mais moi si, nombre de ces jeunes adultes expriment sous forme de peur ou de désir le fantasme d'une rencontre avec des sujets conçus avec les gamètes de l'homme qui a donné du sperme pour leur conception, en l'occurrence. Je parle là de don de sperme parce que le don d'ovocytes est trop récent pour que je puisse en parler de manière fiable. Alors, si vous réfléchissez un tout petit peu à l'arbre généalogique d'un enfant conçu par don de sperme, du côté de sa mère, c'est clair. Du côté de son père, il a un père légal qui est son vrai père, mais il y a un géniteur qui a, dans le système français en tout cas, qui était lui-même un père de famille, donc qui a des enfants qui sont en gros du même âge que les enfants grâce à lui. Même âge que ces jeunes adultes. Et puis ça peut être aussi des enfants qui sont nés d'une autre insémination que celle qui a occasionné leur conception. Tout ça, ils le savent, parce qu'en général, ils l'ont appris depuis le temps. Enfin, certains l'ont appris tard, mais enfin, si vous prenez un adulte de 40 ans, il le sait depuis longtemps. Alors, ils sont donc, non pas, je ne cherche pas à faire un jeu de mots, ils ne sont pas à la recherche d'un père, ils ont un père, ils sont à la recherche de pères, P-A-I-R-S, c'est-à-dire de gens de la même génération. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de mots pour le nommer. Alors, j'emprunte aux Américains le terme de sibling, faute de mots en français, qui sont des frères et sœurs, mais d'un genre nouveau. Alors, ce ne sont en effet évidemment pas des frères et sœurs au sens où on le connaît habituellement, ni même des demi-frères et sœurs. Ce sont des frères et sœurs génétiques seulement, et qui n'auront a priori pas connaissance les uns des autres. Sinon, ils sauront qu'ils peuvent exister, ce qui n'est pas simple. Les Américains, qui sont très, très, très pointus sur ces questions, nomment même certains d'entre eux des batch siblings, des jumeaux d'étuve. Alors, ce sont des bébés conçus le même jour en éprouvette, alors là, c'est par fécondation in vitro, mais qui sont nés à des dates différentes. J'ai par exemple plusieurs patients qui ont des enfants qui sont des frères et sœurs génétiques, mais là, ils ont 4 ans de différence, parce qu'on a remis l'embryon à des années de différence. En l'occurrence, dans une même famille, ça ne pose pas de grands problèmes, mais ça peut poser des problèmes dans le cas de... Alors, pour terminer, je voudrais dire que après, je continue à réfléchir sur ces questions qui sont très compliquées, d'autant que je vous disais tout à l'heure, les choses avancent. Maintenant, on en est au don d'embryon, au diagnostic anténatal. Enfin, les choses bougent beaucoup.
Mais quel est le fil rouge pour moi? Eh bien, il me semble qu'aussi bien dans la loi sur l'adoption que sur la PMA, nous sommes face à une circulation d'enfants ou circulation de gamètes qui est organisée par la loi. La circulation d'enfants pourrait ne pas être organisée par la loi, et Dieu merci, elle l'est. Quand vous faites adopter un enfant, vous ne le donnez pas à un autre couple, vous le donnez à la DAS qui elle-même le donne à un autre couple. En PMA, vous ne donnez en principe pas vos gamètes à la personne. Enfin, il y a des inséminations sauvages, mais enfin, en principe, ça ne se passe pas comme ça, évidemment. Donc la loi organise cette circulation d'enfants et de gamètes. Mais, à mon avis, elle l'organise. Ça changera, hein, parce que les pays voisins ont changé, en particulier la Grande-Bretagne. Mais pour l'instant, ce système, ce dispositif, fait alliance à la fois avec le mensonge et le déni, et est tout à fait mortifère. Je pense que tout être humain a droit de savoir qui sont les relais génétiques, qui sont les donneurs de corps, les donneurs d'hérédité à qui il doit la vie, grâce à qui il est au monde. Alors, je répète ce que j'ai dit au départ, je ne souligne absolument, je ne suis pas une militante de l'ouverture des secrets de famille. Et tous les secrets ne sont pas source de violence, bien au contraire, il y a de très bons secrets. Et là, j'emprunte à la manière de ce que Didier Anzieux parlait de moi-peau. Je pense qu'il y a des secrets qui sont des moi-peau. Ce que j'ai voulu souligner, c'est la violence des secrets d'État, qui sont des mauvais secrets, des secrets qui peuvent tuer quand ils sont détenus, conservés par quelqu'un d'autre que le sujet lui-même. Ces secrets-là devraient être supprimés, et il y a le moyen de le faire. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Merci de votre attention.